Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Voici les titres. Le Togo a partagé ses expériences lors du sommet mondial sur la réduction des risques de catastrophes la semaine dernière à Nairobi, au Kenya. Un sommet qui a réuni plusieurs leaders qui travaillent dans le renforcement de la résilience climatique. Des précisions dans ce journal. Le représentant du projet Wakarisip, accompagné de l'équipe de l'ONG Ajeudi, ont visité la semaine dernière le site de reboisement sur les berges du fleuve Zio. Un projet de reboisement qui vise la préservation des écosystèmes vitaux et le renforcement de la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Et puis l'Ouganda a procédé au lancement de sa feuille de route pour l'économie circulaire, un document qui vise à stimuler l'industrialisation verte et la croissance durable. À suivre dans ce journal. C'était l'essentiel de l'actualité du jour. Place au développement. Comme annoncé dans les titres, le Togo s'est distingué en partageant ses précieuses expériences dans la lutte contre les risques de catastrophes lors du sommet mondial de la société civile pour la réduction des risques de catastrophes à Nairobi. Cette initiative de la GNDR vise à renforcer les capacités des communautés locales face aux défis climatiques. Plus de précisions dans ce récit. Tenu du 20 au 22 février dernier à Nairobi, au Kenya, le sommet mondial de la société civile pour la réduction des risques de catastrophes est un événement qui a réuni les leaders et des innovateurs du secteur, principalement du Sud, qui travaillent dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes et du renforcement de la résilience. À cet effet, les autorités togolaises ont tenu une rencontre d'échange sur ces expériences du sommet sous l'initiative du plus grand réseau mondial des organisations de la société civile pour la prévention des catastrophes naturelles, GNDR. Le Togo se démarque à ce sommet en partageant son expertise et ses réussites dans la prévention et la gestion des risques. En tant que représentant régional de la GNDR, le Togo contribue activement aux échanges visant à renforcer les capacités locales et à faire face aux défis liés aux catastrophes naturelles. Selon Selom Kokou, directeur exécutif de l'ONG AVES, la motivation des acteurs de la société civile togolaise est surtout le partage des expériences acquises pour l'accompagnement des communautés locales autour de cette problématique de catastrophes naturelles. Cet événement de 3 jours a été une occasion unique pour les professionnels de nouer des contacts et de s'informer sur les derniers défis et solutions en matière de réduction des risques et d'établir de nouveaux partenariats pour la localisation. Les participants se sont familiarisés avec les questions nouvelles et émergentes en matière d'action anticipative et d'adaptation au changement climatique. Des sessions de collaboration ont permis d'identifier des solutions innovantes en matière de localisation et de création de nouveaux partenariats pour l'action et la défense des intérêts. Le représentant du projet Wakarisip, chargé à la Banque mondiale, Ronkwe Kofi, accompagné de l'équipe de l'ONG Action des jeunes pour le développement intégral Ajeudi et des experts en suivi et évaluation, ont effectué une visite la semaine dernière du site de reboisement sur les berges du fleuve Zio dans la préfecture d'Agoué-Nivé. Au cours de cette visite, les représentants ont réalisé et encouragé le projet significatif et cette initiative. Ils ont salué les résultats et ont promis de continuer à soutenir financièrement le projet pour la préservation de l'environnement. Le point avec Rafitou Bireko. Le chargé du projet Wakarisip, chargé à la Banque mondiale et sa délégation accompagnée des experts en suivi et évaluation et l'ONG Action des jeunes pour le développement étaient en visite la semaine dernière sur le site de reboisement sur les berges du fleuve Zio dans la préfecture d'Agoué. Lors de cette visite, les représentants ont eu à relever ensemble le progrès significatif de cette initiative. Ils ont apprécié les résultats et ont promis un financement continu de ce projet afin de préserver l'environnement. Outre les bénéfices environnementaux, le projet de reboisement sur les berges de Zio est doté aussi d'une dimension sociale importante et offre des opportunités d'emploi et de formation aux membres des communautés locales.
L'investissement dans la préservation de l'environnement implique les partenaires à la contribution et au renforcement de la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Pour rappel, les reboisements permettent de stabiliser à nouveau les berges et de sécuriser ainsi les zones agricoles adjacentes. Les arbres ainsi plantés apportent une contribution importante à la protection du climat et aident à préserver la biodiversité dans la région. Pour le compte du projet, le projet Ouakar RESIP vise essentiellement 3 objectifs. Redonner vie à ces cours d'eau, lutter contre les inondations, contribuer à l'ambition de reboisement du gouvernement togolais qui est d'étendre la couverture forestière à 25% du territoire national à l'horizon 2025. L'Ouganda fait le premier pas vers l'intégration du modèle d'économie circulaire dans sa stratégie nationale. Le pays de l'Afrique de l'Est a procédé le 31 janvier 2023 à Kampala, la capitale, au lancement de sa feuille de route pour l'économie circulaire. Le document vise à stimuler la croissance durable et l'industrialisation verte conformément au programme national Vision 2040 de l'Ouganda. Alessandra Adekombi nous en parle dans ce récit. Le processus de création d'une économie circulaire en Ouganda est désormais doté d'une feuille de route. La cérémonie de lancement officiel de ce document s'est tenue le 31 janvier 2023 à Kampala, la capitale ougandaise. Les discussions du document garantissent un développement socio-économique et une croissance inclusive incluant la création d'emplois, tout en protégeant le capital naturel du pays et en luttant contre les effets du changement climatique. Cette initiative, soutenue conjointement par l'Alliance africaine pour l'économie circulaire ACEA et par la Facilité africaine pour l'économie circulaire ACEF de la Banque africaine de développement BAD, mobilisera les décideurs gouvernementaux, les entreprises et les organisations de la société civile dans les efforts visant à exploiter pleinement le potentiel de la circularité pour accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable ODD et à l'action climatique. L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. Selon les autorités ougandaises, outre la stimulation des revenus des ménages, les 7 millions de jeunes que compte le pays sont parmi ceux qui devraient profiter le plus de l'économie circulaire à travers la création d'emplois verts. Le processus de mise en œuvre d'économie verte répond également aux objectifs de la contribution déterminée au niveau national CND de l'Ouganda. Dans le document mis à jour en septembre 2022, l'Ouganda s'engage à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 24,7% par rapport au niveau habituel d'ici à 2030, totalisant ainsi une réduction absolue des émissions de CO2 de l'ordre de 36,75 millions de tonnes dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'agriculture, la foresterie et les autres utilisations des terres, les procédés industriels et l'utilisation des produits, les transports et les déchets. Le gouvernement zambien a imposé des restrictions sur l'exportation du maïs et de la farine du maïs. Cette décision a été prise à cause de la période de sécheresse prolongée qui met en danger les récoltes. Léonce Sabou. Le ministre zambien de l'Agriculture, Ruben Firi, a annoncé une mesure de restriction ce mardi en déclarant les limitations à l'exportation du maïs. Ce décret restera en vigueur jusqu'à ce qu'une évaluation poussée de la récolte à venir soit réalisée. Il a déclaré qu'en raison de la situation actuelle, le gouvernement continuera de placer l'intérêt du pays avant toute chose. C'est à cet égard qu'il a restreint l'exportation des grains et farines de maïs. Le ministre avait également fait une déclaration ministérielle au Parlement sur la situation de la sécurité alimentaire du pays après la période de sécheresse. Il continue en expliquant que le gouvernement a déployé du personnel de défense pour garder toutes les routes de contrebande connues. Au même moment, les patrouilles de sécurité et les barrages routiers sont aussi renforcés dans tous les districts où les trafics sont développés. La Banque africaine de développement accorde un nouveau prêt de 27,2 milliards de francs CFA au Tchad.
Les fonds seront répartis entre la deuxième phase du programme d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural et semi-urbain et le projet de mise en valeur de la nappe des grès de Nubie pour la résilience au changement climatique. Plus de précisions avec Alessandra Descambi. Le Tchad progresse dans la mise en œuvre de ses projets hydrauliques, notamment grâce au soutien des partenaires au développement. Les deux dernières initiatives à bénéficier d'un financement sont le programme d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural et semi-urbain lancé en 2018 et le projet de mise en valeur de la nappe de grès de Nubie pour une résilience au changement climatique NUREC qui sera lancé prochainement. Le 5 février 2024, elles ont enregistré un montant global de 27,2 milliards de francs CFA dans leur portefeuille. La grande majorité du prêt de la Banque africaine au développement, plus de 26,6 milliards de francs CFA, servira à financer la deuxième phase du projet. Les zones d'intervention sont les provinces de Mandjoul, Mayo-Kébi-Est, Mayo-Kébi-Ouest, Enedi-Est, Salamat et Silla. Dans ces 6 provinces, les travaux portent sur la réalisation de fourrages agricoles à grand diamètre, de 24 mini-additions d'eau potable équipées de pompes solaires et thermiques, de 23 fourrages de production de débit, de 40 mètres cubes par heure équipés de 25 pompes émergées, de 225 pompes à motricité humaine et de 50 unités de production hydraulique. Le gouvernement tchadien prévoit aussi la réhabilitation et l'extension de 2 additions d'eau potable existantes, l'aménagement et équipement de jardins agricoles pour petites irrigations des groupements féminins. Le volet assainissement du second projet permettra l'installation des bacs à ordures et l'aménagement de décharges finales. Les prêts de 4,5 milliards de francs CFA restants serviront à financer les travaux du NIREC, une initiative qui vise à exploiter les aquifères des grès de Nubie dans les régions de l'Enedi et de Borkou au Tchad pour améliorer l'accès à l'eau des populations et ainsi limiter les risques liés aux maladies d'origine hydrique. Ces nappes phréatiques seront valorisées à travers 14 fourrages à grand diamètre et 14 piézomètres de suivi. De plus, le NUREC contribuera à assurer une pleine résilience des écosystèmes et des populations des zones du projet face aux effets du changement climatique. Au Cameroun, Hubert Tugua, un jeune entrepreneur, s'est lancé dans la fabrication du charbon écologique à base des déchets végétaux. Cette initiative contribue à résoudre les problèmes de pollution et les impacts négatifs de la déforestation sur l'environnement. Suivons. En Afrique, le charbon de bois est largement utilisé par les ménages pour la cuisson des aliments. Mais sa fabrication et son utilisation présentent de nombreux inconvénients. Il représente notamment une des causes majeures de déforestation. Pour pallier ce problème, le jeune entrepreneur camerounais Hubert Tugua et son équipe se sont lancés dans l'innovation avec la transformation des déchets végétaux en charbon écologique. Au lieu d'utiliser des matières premières traditionnelles comme le bois, ils utilisent des enveloppes de maïs, des épluchures de manioc, des coques de noix de coco et d'autres déchets organiques pour produire du charbon écologique comme combustible de cuisson. Le charbon vert ou charbon végétal a de multiples avantages sur les plans économiques, environnemental et sanitaire. L'approche commerciale innovante de ce jeune entrepreneur vise à réduire la dépendance à l'égard de l'abattage des arbres pour la production du charbon de bois au Cameroun, atténuant ainsi l'impact négatif de la déforestation sur l'environnement. Le charbon de bois est le deuxième combustible de cuisson le plus utilisé en Afrique, avec une demande en constante au fil des ans. Dans un rapport de 2017, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a révélé que plus de 60% de la production mondiale de charbon de bois a lieu en Afrique. La majeure partie étant récoltée dans les forêts et dans les zones boisées, ce qui contribue à la déforestation. La FAO a également souligné que seule une petite partie du charbon de bois est produite de manière durable. Hubert fait partie des entrepreneurs pionniers qui s'efforcent d'apporter un changement positif à cet égard. Avec son équipe, il collecte, trie et sèche avec diligence les déchets organiques qui sont ensuite brûlés pour créer une poudre carbonisée. Cette poudre est soigneusement transformée en briquettes qui sont vendues au kilogramme ou dans des sacs plus grands.
Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a souligné le besoin urgent de méthodes innovantes de production du charbon de bois, telles que celles employées par l'ONG Family Green Corporation, afin de prévenir la dégradation des forêts et la perte de la biodiversité. Ces initiatives sont remarquées dans d'autres pays, comme au Bénin, au Cameroun, au Kenya, en Éthiopie et en Tanzanie. Des actions qui représentent des étapes prometteuses vers une production de charbon de bois durable et respectueuse de l'environnement en Afrique. La méthanisation, ce procédé qui permet de transformer les déchets organiques en biogaz, devient de plus en plus dangereux. En France, le constat est amer sur les 2 dernières années. Quels sont les dangers liés à la méthanisation? Les éléments de réponse avec Vivace Amana. Les fermes de l'Hexagone sont en pleine mutation depuis quelques années. La transformation des matières organiques en biogaz à travers la méthanisation donne un nouveau visage aux fermes françaises. Ce procédé de méthanisation permet d'accroître la production d'énergie renouvelable en France. Mais le méthane fabriqué à partir des restes de végétaux présente quelques dangers pour l'environnement. Certes, c'est un gaz qui est produit à partir de matières organiques, mais il n'a rien de bio. Au contraire, il est appuyé sur les élevages qui sont les plus dépendants des énergies fossiles. Et d'ailleurs, le bilan général énergétique et carbone de la méthanisation, nous, on le questionne fortement. Dans les dômes verts qui surgissent de la campagne française, des unités de méthanisation digèrent le fumier et les cultures pour en extraire du biogaz. Les déchets issus de la méthanisation sont réutilisés pour fertiliser les sols, permettant de réaliser des économies sur l'engrais pour les éleveurs qui peuvent aussi revendre le méthane. Pendant ce temps, la méthanisation reste une technologie récente, fragile et parfois dangereuse. En Bretagne, sur 186 méthaniseurs en service, 18 accidents ont été recensés depuis 2021. Des rivières également ont été polluées suite à des fuites de biogaz, de digestat et après des explosions. Un siècle de reforestation a suffi pour changer l'avancée du changement climatique aux USA. Ceci a été publié par Race Future, qui précise que l'Est du pays s'est beaucoup moins réchauffé grâce à une action de reforestation massive depuis 1930. Léonce Sagbo. Si bon nombre doutent encore de la capacité des forêts à limiter la hausse des températures et à refroidir le climat, l'exemple américain devait prouver l'efficacité des arbres. Avant l'urbanisation coloniale et l'avènement de l'agriculture intensive, l'Est des États-Unis était une vaste forêt vierge. Mais avec le début du réchauffement climatique dans les années 1930, un processus de restauration a été mis en place. En l'espace de 100 ans, 15 millions d'hectares de forêt ont repoussé. Comme résultat, l'Est des États-Unis est beaucoup moins réchauffé que le reste du pays, soit 0,3 degrés Celsius contre 0,7 de moyenne nationale. D'autres facteurs y ont aussi contribué, mais à moindre échelle, a précisé les auteurs de l'étude. Des mesures satellitaires ainsi que des observations de température au sol démontrent que la température annuelle est de 1 à 2 degrés Celsius inférieure en forêt que dans les champs à proximité. Pendant la saison de croissance des arbres, la différence des températures peut atteindre 2 à 5 degrés Celsius en mi-journée. Il faut souligner que les arbres relativement jeunes, notamment de 20 à 40 ans, sont ceux qui ont le pouvoir de refroidissement le plus élevé. Bien que la reforestation ne remplace pas la nécessité de réduire les gaz à effet de serre, elle se positionne comme un complément plus puissant que ce que les scientifiques n'imaginaient. C'est ainsi que s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Green TV International. Excellente semaine à tous.